Le soleil pendait comme un charbon ardent dans un ciel impitoyable, sa chaleur pesant sur l'étendue infinie de prairies brûlées qui s'étendaient vers les montagnes grises. Le vent ne transportait rien d'autre que de la poussière et le souvenir d'une pluie qui n'était pas tombée depuis des mois. C'était le territoire à l'ouest du Missouri où la civilisation s'évanouissait comme la brume matinale et où seuls les obstinés ou les désespérés restaient. Eliza May Carter serra son châle usé autour de ses épaules, même s'il ne la protégeait pas de la chaleur. Sa robe, autrefois d'un bleu marine respectable, avait pris la couleur de l'eau de vaisselle, et son ourlet était déchiré par les innombrables kilomètres parcourus à pied. Elle s'arrêta au sommet d'une petite colline, haletant tandis qu'elle scrutait l'horizon derrière elle. Rien ne bougeait dans la chaleur étouffante, à part quelques herbes folles, mais elle savait qu'ils étaient là, quelque part derrière elle. Les hommes que les créanciers de son défunt mari avaient envoyés à sa poursuite. 6 mois. Thomas était mort depuis 6 mois, et il la harcelait encore pour des dettes dont elle n'avait rien su avant qu'il ne descende son cercueil dans la terre. Le propriétaire du magasin général, le tenancier du saloon, même l'église. Ils étaient tous venus la voir avec des registres et des lettres de créance portant la signature tremblante de son mari. Elle avait vendu tout ce qu'elle possédait, la petite maison, les meubles que sa mère lui avait laissés, même la montre de poche de Thomas, mais cela n'avait pas suffi. Il voulait désormais plus que de l'argent. Il voulait faire d'elle un exemple. Ses lèvres gercées avaient le goût de la poussière alcaline, tandis qu'elle se forçait à continuer d'avancer. Les semelles de ses bottes, usées jusqu'à devenir fines comme du papier, ne la protégeaient guère de la terre brûlante. Chaque pas soulevait de petits nuages de poussière rouge qui tourbillonnaient autour de ses chevilles. Elle avait quitté la dernière ville, si l'on pouvait appeler ainsi cet ensemble de bâtiments brûlés par le soleil, 3 jours auparavant, emportant avec elle seulement un sac en toile contenant le reste de ses provisions, une poignée de technologies sophistiquées, une outre presque vide et le petit Derringer que son père lui avait offert le jour de son mariage. Pour te protéger, lui avait-il dit en pressant le pistolet à crosse nacré dans sa paume. Elle avait ri, pensant qu'elle n'aurait jamais besoin d'une telle chose dans la ville civilisée de Silver Creek. Mais Silver Creek était désormais loin derrière elle. Mais, tout comme toute prétention de civilisation. La terre ici était brutale dans son honnêteté. Elle se moquait des larmes d'une femme ou du sort d'une veuve. Elle était simplement là, vaste et impitoyable, belle dans son terrible détachement. L'herbe à bison, autrefois verte et luxuriante, craquait désormais sous ses pieds comme de vieux os. Au loin, une rangée de peupliers marquait ce qui pouvait être un ruisseau. Mais personne ne savait s'il contenait encore de l'eau à cette période tardive de l'année. Eliza avait appris à lire les signes de cette région hostile au cours des semaines qui avaient suivi sa fuite. La façon dont les faucons tournaient en rond signifiait qu'il y avait un cadavre quelque part en dessous. Le comportement des chiens de prairie pouvait annoncer l'arrivée d'une tempête, et les nuages de poussière à l'horizon pouvaient signifier l'approche de chevaux sauvages, de bisons ou d'hommes à cheval, lancés à toute allure, avec des habits de recouvrement et des cordes. Elle avait vu ce qu'ils avaient fait à la veuve d'Ed Morrison 2 mois auparavant. La femme avait elle aussi tenté de s'enfuir, avait chargé ses enfants dans un chariot et s'était dirigée vers l'est. Ils l'avaient ramenée et l'avaient forcée à travailler dans un saloon jusqu'à ce qu'elle ait remboursé toutes ses dettes, servant des boissons aux mêmes hommes qui s'étaient emparés de sa maison. Eliza avait regardé depuis sa fenêtre, tandis qu'il faisait défiler la femme à travers la ville, et elle avait alors compris qu'elle préférait mourir dans la nature plutôt que de subir une telle humiliation. Le soleil glissait maintenant vers les montagnes occidentales, peignant leurs parois granitiques de la couleur du sang séché. Elle avait besoin d'un abri pour la nuit, un endroit où elle pourrait se défendre. Ici, les dangers se multipliaient après la tombée de la nuit. Les loups, les coyotes et, pire encore, les hommes qui avaient perdu toute décence qui rôdaient à la frontière comme des prédateurs à la recherche des plus faibles et des plus isolés. Un ravin peu profond s'ouvrait sur sa gauche, creusé par une inondation lointaine. Des chênes nains et de la sauge poussaient sur ses bords, offrant au moins l'illusion d'un abri. Eliza descendit à moitié en rampant, à moitié en glissant le long de la berge effritée, sa jupe s'accrochant aux épines de mesquite au fond. Elle trouva un petit surplomb dans la berge, juste assez grand pour abriter une personne.
Cela ferait l'affaire. Alors que l'obscurité envahissait le paysage comme de l'encre renversée, elle se blottit dans son abri de fortune, le Derringer lourdement posé sur ses genoux. La température chuta comme toujours dans le haut désert, et elle frissonna malgré le petit feu qu'elle osa allumer. La fumée risquait de trahir sa position, mais mourir de froid semblait être une menace plus immédiate. Quelque part dans l'obscurité, un loup hurla longuement et tristement. D'autres lui répondirent, leurs voix s'entremêlant dans une symphonie qui évoquait les libertés anciennes et les nécessités sauvages. Eliza ramena ses genoux contre sa poitrine, se faisant toute petite. Elle pensa à sa sœur restée à Philadelphie, en sécurité dans sa maison mitoyenne bien rangée, avec ses lampes à gaz et ses rues bien ordonnées. Martha lui avait écrit, la suppliant de venir dans l'Est après la mort de Thomas. Mais la honte était trop grande, le poids de l'échec trop lourd. Comment aurait-elle pu se présenter à la porte de sa sœur comme une mendiante, apportant le scandale et les créanciers à cette adresse respectable? Non, elle avait choisi cette solution à la place. Le vaste anonymat de la frontière, où une femme pouvait disparaître complètement. Devenir quelqu'un de nouveau si elle survivait assez longtemps. Il y avait des camps miniers dans les montagnes. Elle avait entendu parler d'endroits difficiles où personne ne posait trop de questions si elle pouvait en atteindre un. Peut-être pourrait-elle travailler, cuisiner, faire la lessive, n'importe quel travail honnête qui lui permettrait de rester libre. Le feu s'éteignit, ne laissant que quelques braises, mais elle resta éveillée, regardant les étoiles tourner au-dessus de sa tête dans leur danse éternelle. Ici, elle semblait assez proche pour être touchée, si brillante qu'elle projetait des ombres. Elle n'avait jamais vu des étoiles comme celle-ci à Silver Creek, où la lumière des lampes et la fumée des bois atténuaient leur splendeur. C'était une petite compensation pour tout ce qu'elle avait perdu. Cet aperçu de l'infini, ce rappel que ses problèmes n'étaient qu'une goutte d'eau dans l'océan. Un bruissement dans les buissons attira son attention. Elle serra le Derringer dans sa main et tendit le cou pour voir au-delà de la lueur du feu mourant. Le bruit se reproduisit, délibéré, trop lourd pour un lapin ou un chien de prairie. Son cœur battait à toute rompre dans sa poitrine, tandis qu'elle armait le chien. Le clic résonna anormalement fort dans le silence. Doucement, dit une voix traînante dans l'obscurité. Juste un voyageur cherchant la chaleur du feu. Mais Eliza savait qu'il ne fallait pas se fier aux voix dans la nuit. Elle avait appris cette leçon de Thomas, qui avait souri et fait des promesses tout en jouant leur avenir dans des arrière-salles dont elle ignorait l'existence. « Restez là, dit-elle, surprise par la fermeté de sa voix. « Je suis armée et je sais m'en servir. » Un petit rire lui répondit. « Je n'en doute pas, madame, le désert enseigne des leçons dures à ceux qui n'apprennent pas vite. » Elle garda le pistolet braqué vers l'obscurité, même si sa main tremblait maintenant de froid et de peur. Quelque part, au-dessus d'elle, un hibou ulula comme une âme perdue cherchant son chemin. Le vent se leva, projetant du sable contre les parois du ravin avec un bruit semblable à des secrets chuchotés. C'était désormais sa vie. Des nuits de vigilance, des jours de fuite, le poids constant d'être traqué. Mais alors qu'elle était assise là, dans son petit abri, l'arme à la main, Eliza ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Une liberté féroce et sauvage, elle n'était plus la femme du commerçant, définie par les échecs de son mari. Elle était simplement elle-même, seule sous le vaste ciel, faisant des choix qui lui appartenaient entièrement. Le bruissement s'estompa lorsque son mystérieux visiteur s'éloigna, à la recherche d'une proie plus facile, peut-être. Eliza resta vigilante jusqu'à ce que le ciel oriental commence à s'éclaircir, peignant le monde de nuances de perles et de roses. Une autre nuit survécut, un autre jour à affronter. Elle se leva avec raideur, dispersa les cendres de son feu et se prépara à marcher à nouveau vers le destin qui l'attendait dans cette terre magnifique et terrible. La ville de Dust Bowl Junction apparut à l'horizon comme un mirage. Ses bâtiments délabrés se blottissaient contre la prairie infinie, comme s'ils cherchaient à se protéger de l'immensité. Eliza s'arrêta à la périphérie, sa main vérifiant par réflexe les quelques pièces qui lui restaient dans la poche. 3 jours de marche l'avaient amenée ici, dans cet ensemble de bois blanchis par le soleil et de rêves brisés qui passaient pour la civilisation dans ces territoires. La rue principale n'était guère plus qu'un large chemin de terre, creusé d'ornières par les roues des chariots et durci comme de la pierre. Des bâtiments aux façades factices bordaient les deux côtés. Le magasin General Garrison, le saloon Broken Spoke,
La pension de famille de M. Pritchard et une poignée d'autres établissements qui semblaient s'appuyer les uns sur les autres pour se soutenir. Une poussière rouge recouvrait tout comme une seconde peau, donnant à la ville entière un aspect rouillé et de sang séché sous le soleil de l'après-midi. Eliza redressa les épaules et descendit la rue, consciente des regards qui suivaient ses progrès. Une femme seule suscitait toujours des spéculations, mais une femme seule, vêtue de haillons et couverte de poussière, c'était tout autre chose, où elle pouvait sentir le poids de leur jugement, le voir dans la façon dont les dames respectables écartinent leurs jupes lorsqu'elles passaient. Le magasin général semblait être l'option la plus sûre. Elle poussa la porte, une clochette tinta au-dessus de sa tête et entra dans la fraîcheur relative de l'intérieur. L'odeur la frappa immédiatement. Du cuir et du tabac, du café et du kérosène, ce mélange particulier qui caractérisait les établissements de ce genre dans toute la région frontalière. « Je peux vous aider ?» La voix appartenait à un homme maigre aux yeux méfiants qui se tenait derrière le comptoir comme un garde à son poste. Son regard balaya rapidement son apparence, et elle vit sa bouche se crisper en signe de désapprobation. « Je cherche du travail, » dit Eliza en levant le menton. « Je sais lire et écrire, faire des calculs. J'ai tenu un ménage, je sais tenir des comptes. Je n'ai pas besoin d'aide. » Il l'interrompit. « Surtout pas de... » Il marqua une pause, plissant les yeux. « Vous n'êtes pas d'ici. »« Non, monsieur. Je viens de Silver Creek. »« Mais Silver Creek ?» Une femme émergea de derrière une étagère remplie de conserves. Son visage était crispé par la curiosité et quelque chose de moins agréable. N'y a-t-il pas eu un scandale là-bas? Un suicide? Des dettes? Eliza sentit ses joues s'empourprer. Les nouvelles circulaient vite à la frontière, portées par les colporteurs et les vagabonds comme des graines dans le vent. « Mon mari est mort, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas vrai. C'est la maladie qui l'a emporté. La femme renifla, peu convaincue. Et vous êtes seul ici. Pas de famille, pas de relation. Chaque question était lourde de sous-entendus. Je cherche un travail honnête, rien de plus. La commerçante secoua la tête. Essayez ailleurs. Nous tenons un établissement respectable. Eliza se retourna pour partir, mais la voix de la femme la suivit. Vous pourriez essayer le saloon. Il cherche toujours du personnel. Le mépris dans sa voix était indéniable. Eliza s'enfuit du magasin, le tintement joyeux de la clochette se moquant de son départ. Dehors, le soleil semblait encore plus cruel, la poussière plus épaisse. Elle essaya ensuite l'hôtel, puis le restaurant, mais le résultat fut le même. Son apparence, sa situation, son existence même en tant que femme sans attache, la rendaient inadaptée, suspecte, indésirable. À la pension, Mme Pritchard, une femme aux cheveux gris acier et au visage ridé comme une pomme séchée, la regarda de haut en bas d'un œil calculateur. « J'ai peut-être du travail, dit-elle lentement. Nettoyez le linge, mais je n'accepte pas les vagabonds. Vous devrez d'abord vous laver, et j'aurai besoin de références, de bonnes références de personnes honnêtes. Je pourrais travailler en échange du gîte et du couvert au début, proposa Eliza désespérément. Tant que je n'aurai pas fait mes preuves avec cette apparence, répondit Mme Pritchard avec un rire aussi dur que du savon. Je perdrai tous mes clients respectables. Non, ma fille, vous représentez un trop grand risque. Tente ta chance ailleurs. L'après-midi s'écoula, chaque refus ajoutant un poids supplémentaire à la poitrine d'Eliza. Le saloon aux volets brisés se dressait au bout de la rue, ses portes battantes s'ouvrant de temps en temps pour laisser entrevoir l'intérieur sombre. Elle savait quel genre de travail on lui proposerait là-bas. Elle avait vu les femmes maquillées qui travaillaient dans ce genre d'établissement, leurs robes vives et leurs yeux morts racontant leurs propres histoires de rêves abandonnés. Elle se tenait dans l'ombre de l'écurie, rassemblant son courage pour une dernière tentative lorsqu'elle entendit des voix. C'est elle, j'en suis sûr, la femme Carter de Silver Creek. Eliza se colla contre les planches rugueuses, le cœur battant à tout rompre. À travers un interstice entre les planches, elle pouvait voir deux hommes vêtus de vêtements usés par la route. Le genre d'individus au visage dur qui gagnaient de leur vie en traquant des proies humaines. Bill a dit qu'elle s'était dirigée vers l'ouest. La description correspond. Jeune veuve, cheveux foncés, voyageant seule. Ça vaut le coup de vérifier, même si ce n'est pas elle, une femme seule. Le rire de l'homme donna la chair de poule à Eliza. Ça pourrait être rentable dans tous les cas. Ils se dirigèrent vers le saloon, et Eliza sut que son séjour à Dust Bowl Junction était terminé avant même d'avoir commencé.
Elle se glissa derrière l'écurie, passa devant le corral où les chevaux somnolaient dans la chaleur, et se dirigea vers l'autre bout de la ville, derrière les derniers bâtiments. La prairie reprenait son empire sans fin, offrant à la fois une échappatoire et un danger. Alors qu'elle se dépêchait à travers les cabanes éparpillées qui marquaient la limite déchiquetée de la ville, une vieille femme mexicaine assise dans une entrée attira son attention. La femme lui fit signe de s'approcher et lui mit quelque chose dans la main. Un morceau de pain plat enveloppé dans un tissu. « Via », murmura la femme, le visage ridé et bienveillant. Le désert est cruel, mais parfois plus clément que les hommes. Eliza sentit sa gorge se serrer sous l'effet d'une émotion inattendue. Elle serra la main de la femme en signe de remerciement avant de poursuivre sa fuite. Derrière elle, elle pouvait entendre des voix s'élever dans la rue, des questions à être posées. Ils avaient découvert sa présence et allaient bientôt retrouver sa trace. Le terrain au-delà de la ville était plus accidenté. Il était coupé par un royaume et parsemé d'ocato et de choya. Eliza se déplaçait aussi vite qu'elle osait, consciente que son passage laissait des traces pour ceux qui savaient les lire. Le soleil descendait vers l'horizon, peignant le paysage de nuances orange et violettes. Bientôt, il ferait nuit et elle se retrouverait à nouveau seule dans le vaste désert. Un bruit la fit se figer. Des bruits de sabots se rapprochaient rapidement depuis la ville. Elle se précipita dans un lit de rivière asséché, se pressant contre la berge érodée. Les chevaux passèrent si près qu'elle pouvait entendre le grincement du cuir des selles, les voix des hommes portées par l'air immobile. En route vers les montagnes, une femme à pied ne peut pas être allée loin. Vérifiez ce lit de rivière plus loin. Je vais faire le tour. Eliza retint son souffle, une main sur le Derringer au cas où il la trouverait. Mais les sabots continuèrent leur chemin. Les voix s'estompèrent. Elle attendit que l'obscurité soit totale avant de sortir, puis continua sa fuite à la lumière des étoiles, trébuchant sur des rochers et se griffant sur des épines invisibles. La nuit s'étirait à l'infini, chaque bruit constituant une menace potentielle. Des coyotes hurlaient au loin, et une fois, elle entendit la toux grave de ce qui pouvait être un puma. Mais elle continua, poussée par la peur encore plus grande de ceux qui la poursuivaient. Lorsque l'aube arriva enfin, elle était à des kilomètres de la ville. Dans une région qui semblait encore plus désolée que celle qu'elle avait traversée auparavant, des rochers rouges s'élevaient comme des ruines anciennes du sol désertique, et des décombres lointains lui offraient la promesse d'un abri si elle parvenait à les atteindre. Il ne lui restait plus qu'une gorgée d'eau, ses pieds saignaient dans ses bottes usées, mais elle était toujours libre. Derrière elle, un nuage de poussière indiquait que des cavaliers étaient à sa poursuite. Encore loin, mais inexorable. Eliza se força à aller plus vite, cherchant le terrain accidenté devant elle, où une personne à pied pouvait semer ses poursuivants à cheval. Le soleil montait dans le ciel, sa chaleur pesant sur elle comme un poids physique. Elle pensa aux femmes de la ville, en sécurité dans leurs maisons respectables, dont la plus grande préoccupation était de savoir quoi servir pour le dîner ou quelle robe porter à l'église. Elle la regardait avec tant de dédain, comme si la pauvreté et le malheur étaient des maladies contagieuses. Mais maintenant, fuyant à travers ce paysage impitoyable, Eliza ressentait une fierté farouche. Elle mourrait peut-être ici, mais elle mourrait libre, sans se plier à leur jugement ou à leur définition étroite de la bienséance. La tempête, lorsqu'elle arriva, se manifesta sans crier gare. Le ciel occidental s'assombrit comme si Dieu avait tiré un rideau devant le soleil, et le vent se leva, poussant devant lui des nuages de sable cinglant. Eliza avait entendu parler de telles tempêtes, de leur capacité à arracher la chair des os, de la façon dont les voyageurs pris dans leur tourbillon erraient parfois en rond jusqu'à s'effondrer. Elle chercha refuge parmi les rochers, tirant son châle sur sa tête, alors que le monde disparaissait dans un mur hurlant de sable et de vent. C'était la fureur de la nature, impersonnelle et absolue, et tout ce qu'elle pouvait faire était de se faire petite et d'endurer. La tempête effacerait ses traces. Elle réalisa que si elle y survivait, elle pourrait enfin échapper à ses poursuivants. C'était un espoir sinistre, mais dans cette terre hostile, on saisissait tout espoir qui se présentait. Le sable tout balayait, transformant le monde en un vide brun hurlant, où la terre et le ciel se confondaient en une force terrible. Eliza se blottit davantage dans la crevasse rocheuse.
Elle tira son châle sur son visage et respira à travers le tissu, tandis que la tempête faisait rage. Le temps perdait tout son sens dans ce chaos de vent et de sable. Elle resta recroquevillée là pendant ce qui lui sembla être des minutes ou des heures, priant pour survivre à la colère de la nature. Puis, à travers le rugissement de la tempête, elle entendit autre chose. Une voix à peine audible au-dessus du vent, une voix humaine qui l'appelait. Son premier réflexe fut de se cacher encore plus profondément. Mais quelque chose dans cette voix exprimait davantage la détresse que la poursuite. Elle se rapprocha à nouveau et elle put distinguer des mots. « Il y a quelqu'un? Bonjour. » Une silhouette se matérialisa dans la tempête. Une grande silhouette menant un cheval. L'homme et la bête avaient la tête baissée contre le vent. Il trébucha devant sa cachette, aurait continué son chemin, mais son cheval s'arrêta, les oreilles rabattues, refusant d'avancer. L'homme regarda autour de lui, plissant les yeux à travers le sable qui volait, et son regard la trouva. « Madame, il dut crier pour se faire entendre. Nous avons besoin d'un meilleur abri. Je connais un endroit, pas loin. » Elisa hésita. La confiance était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Mais rester ici signifiait une mort certaine. Alors que la tempête s'intensifiait, l'inconnu n'attendit pas sa réponse. Il lui saisit le bras, sans brutalité, mais avec détermination, et l'éloigna des rochers. « Savez-vous monter à cheval? » cria-t-il. Elle acquiesça et il l'aida à monter sur le cheval avant de se hisser derrière elle. Il passa ses bras autour d'elle pour la protéger, et elle prit soudain conscience de la chaleur rassurante d'un autre être humain, le premier contact réel qu'elle eût eu depuis des semaines. Le cheval s'élança dans la tempête, guidé par l'homme qui connaissait parfaitement le terrain. Ils avancèrent à l'aveuglette dans la tempête jusqu'à ce qu'ils commencent soudainement à descendre, le vent s'apaisant à mesure qu'ils s'enfonçaient dans ce qui devait être un canyon. L'homme mit pied à terre et conduisit le cheval sur un chemin dangereux qu'Eliza distinguait à peine. Puis, miracle des miracles, ils se réfugièrent dans une grotte. Non, une véritable structure en bois construite contre la paroi du canyon, avec à l'intérieur un abri de berger ou une cabane. Le silence béni qui suivit la rage de la tempête fit siffler ses oreilles. L'homme ferma rapidement la porte et alluma une lanterne, révélant une pièce unique, avec des meubles rudimentaires, une table, 2 chaises, une couchette étroite et, plus merveilleux encore, un petit poêle. « Nous allons attendre ici, » dit-il d'une voix désormais normale. Profondément et posément. Ces tempêtes peuvent durer des heures. À la lumière de la lanterne, Eliza vit pour la première fois son sauveur. Il avait peut-être 35 ans, était grand et large d'épaules, avec une carrure solide due au travail acharné plutôt qu'à sa taille. Son visage était buriné par le soleil et le vent, avec des rides autour des yeux verts qui trahissaient quelqu'un qui avait appris à plisser les yeux face à une lumière intense. Ses cheveux bruns, parsemés de quelques mèches grises prématurées aux tempes, tombaient sur son col. Il portait les vêtements pratiques d'un cow-boy, un jean usé, un gilet en cuir et des bottes robustes. Mais quelque chose dans son attitude suggérait qu'il n'avait pas toujours été ainsi. « Je m'appelle Caleb Morrison », dit-il en retirant son chapeau et en le dépoussiérant. « Désolé de vous avoir traité si brutalement, mais cette tempête n'était pas une plaisanterie. »« Eliza Carter », répondit-elle, puis elle se demanda si elle n'aurait pas dû donner un faux nom, mais la vérité lui avait échappé. Peut-être parce qu'elle était trop épuisée pour mentir. Il l'observa de ses yeux perçants, remarquant sa robe déchirée, son apparence couverte de poussière, la façon dont elle se tenait prête à s'enfuir. « Vous êtes loin de tout, Madame Carter. Je pourrais en dire autant de vous. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « C'est vrai, j'ai une petite exploitation à environ 3 kilomètres au nord. J'étais en train de vérifier mon bétail quand la tempête a éclaté. » Il se dirigea vers le poêle et l'ouvrit pour révéler du bois déjà empilé pour faire du feu. « Vous avez faim? J'ai quelques provisions dans mes sacoches. » L'estomac d'Eliza répondit avant elle, grognant bruyamment dans le silence du refuge. Quand avait-elle mangé pour la dernière fois? Le pain que la Mexicaine lui avait donné était depuis longtemps consommé. Caleb alluma le feu sans faire de commentaire, puis alla chercher ses sacoches. Bientôt, l'odeur du café emplit le petit espace, ainsi que celle des haricots qui chauffaient dans une casserole. Il se déplaçait avec une grâce économique, à l'aise avec les tâches domestiques simples. Cela l'amena à s'interroger sur son histoire. Un homme seul qui subvienne à ses propres besoins.
La tempête effacera vos traces, dit-il sur le ton de la conversation, sans la regarder. Ceux qui vous suivaient auront du mal à retrouver votre trace, dit-elle en se raidissant. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Une femme seule dans cette région, regardant par-dessus son épaule, se cachant dans les rochers. Il haussa les épaules. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. Mais je suppose que ce n'est pas la loi que vous fuyez. Vous n'avez pas ce genre d'air. Et quel genre de regard est-ce que donc? Les gens désespérés et méchants qui fuient la loi ont une certaine dureté en eux. Vous avez peur, mais pas la peur du coupable. Plutôt, fit-il après une pause, comme s'il réfléchissait, la peur de celui qui est traqué. Sa perception la déstabilisa, mais la réconforta aussi étrangement. Voici quelqu'un qui comprenait sans qu'elle ait besoin d'expliquer, qui acceptait la situation sans demander de détails. Ils mangèrent dans un silence complice. Le repas simple avait le goût d'un festin pour son corps affamé. Le café était assez fort pour faire flotter un fer à cheval, mais il la réchauffait de l'intérieur. Dehors, la tempête continuait de s'abattre sur les parois du canyon. « Tu ne peux pas continuer à fuir comme ça, » dit finalement Caleb. « Pas toute seule. Ce pays te tuera aussi sûrement qu'une balle. Je n'ai pas vraiment le choix. Il y a toujours des choix. Peut-être pas de bons choix, mais des choix quand même. » Il remplit sa tasse de café. « Dans quel genre d'ennui es-tu? » Eliza se surprit à lui répondre. « Pas tout, mais suffisamment. » Elle lui parla des dettes de Thomas, des créanciers qui voulaient faire d'elle un exemple, de sa fuite de Silver Creek. Il l'écouta sans l'interrompre. Son expression ne trahissait rien. « Donc ils veulent de l'argent que tu n'as pas, » résuma-t-il lorsqu'elle eut terminé. « Ou ils veulent t'utiliser pour montrer aux autres ce qui arrive à ceux qui ne peuvent pas payer. Dans tous les cas, tu as raison. Tu ne peux pas retourner là-bas. Je pensais pouvoir disparaître ici. Trouver du travail dans un camp minier peut-être. Mais les camps miniers sont des endroits difficiles pour une femme seule, probablement plus difficiles que ce que tu fuis. » Il se leva, se dirigea vers la petite fenêtre et regarda la tempête. « Tu t'y connais en bétail, un chevaux? Je m'occupais de la maison, je gérais les comptes. Je n'ai pas peur du travail. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle s'irrita de son ton. « Je peux apprendre. J'ai déjà appris à survivre ici, n'est-ce pas? » Il se retourna vers elle et elle crut voir de l'approbation dans ses yeux. C'est vrai, mais à peine, à première vue. La lanterne vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs rugueux. Dehors, le vent semblait faiblir, même si le sable continuait à claquer contre la fenêtre. « J'aurais besoin d'aide chez moi, » dit Caleb lentement, comme s'il pensait à voix haute. « Ce n'est pas grand-chose. Une maison de ranch à moitié construite, un corral, du bétail qui cause plus de problèmes qu'il n'en vaut la peine. Mais c'est à 25 kilomètres de la ville la plus proche, et les gens là-bas s'occupent de leurs affaires. Tu pourrais travailler en échange du gîte et du couvert jusqu'à ce que tu saches quoi faire ensuite. » La première réaction d'Eliza fut la méfiance. Les hommes ne freinent pas leur aide sans attendre quelque chose en retour. « Que voudriez-vous de moi? » Son expression se durcit légèrement. « Je viens de vous dire, du travail, de la cuisine, de l'aide pour la comptabilité si vous êtes doué avec les chiffres. Peut-être apprendre à m'aider avec le bétail. Je ne cherche rien d'autre. Si c'est ce que vous pensez, » une vague de chaleur envahit ses joues. « Je ne voulais pas dire... si vous le vouliez, et vous aviez raison. » Sa voix s'adoucit. « Vous ne me connaissez pas, et la confiance est dangereuse ici. Mais je vais vous le dire franchement. J'ai mes propres raisons de rester seule, et elles n'incluent pas de profiter de femmes désespérées. » Quelque chose dans son ton suggérait une histoire, peut-être aussi douloureuse que la sienne. Elle étudia son visage à la lumière de la lampe, essayant d'y lire la vérité. Il soutint son regard, patient sous son examen. « Pourquoi? » demanda-t-elle finalement. « Pourquoi m'aider? » Il resta silencieux pendant un long moment. « Peut-être parce que je sais ce que c'est que d'avoir le monde entier contre soi. Peut-être parce que je suis fatigué de manger ma propre cuisine. Ou peut-être parce que quand je t'ai vu te cacher dans ces rochers, prête à affronter une tempête de sable, plutôt que de retourner vers ce qui t'attendait, j'ai vu quelque chose que je reconnaissais. Qu'est-ce que c'était? Quelqu'un qui préférait mourir libre plutôt que de vivre en cage. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. La tempête s'affaiblissait nettement, le hurlement se transformant en gémissement. « Je ne te connais même pas, » dit Eliza doucement.
Non, en effet. Mais tu connaissais ces gens en ville. Et comment ça s'est passé? Il retourna à la table et s'assit en face d'elle. Je ne te demande pas de me faire confiance. Je te dis juste de réfléchir à tes options. Tu peux partir quand la tempête sera passée, tenter ta chance toute seule, ou tu peux venir avec moi. Faire un travail honnête pour un logement honnête et peut-être gagner du temps pour élaborer un vrai plan. Elle pensa aux écrivains qui la traquaient, au visage hostile à Dust Bowl Junction, aux kilomètres interminables d'une campagne impitoyable. Puis elle regarda cet inconnu qui l'avait tiré de la tempête, qui lui avait offert du café et lui avait parlé franchement au lieu de la juger ou de lui faire de fausses promesses. D'accord, s'entendit-elle dire, mais je garde mon arme et je pars quand je le décide. Un vrai sourire illumina alors son visage, transformant les plaines austères en quelque chose de presque beau. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Une personne qui abandonne son arme ici est un idiot, et je ne fais pas affaire avec des imbéciles. La tempête se calmait. La lumière de fin d'après-midi commençait à filtrer à travers la poussière qui s'éclaircissait. Bientôt, il quitterait ce petit abri et elle confierait sa vie aux promesses d'un autre inconnu. Mais d'une certaine manière, cela semblait différent de toutes les autres chances qu'elle avait prises. Peut-être était-ce son acceptation pragmatique de sa situation, ou la façon dont il lui avait offert son aide sans la faire supplier. Ou peut-être était-elle simplement trop fatiguée pour continuer à fuir, du moins pour un certain temps. La terre émergeait de la tempête transformée. La terre rouge était désormais sculptée de nouveaux motifs par la main violente du vent. Ils chevauchaient à deux sur le Beijing de Caleb, se frayant prudemment un chemin à travers un royaume rempli de nouvelles dunes de sable. Eliza n'avait jamais monté à cheval auparavant. Les convenances et Silver Creek exigeaient qu'elle monte en Amazone, mais les convenances semblaient désormais être un souci lointain. Elle essayait de ne pas penser à la présence solide derrière elle, à la façon dont les bras de Caleb l'enlaçaient tandis qu'il affrontait la pluie. « C'est Cathedral Rock », dit-il en montrant une imposante formation de grès qui s'élevait du sol désertique comme une flèche gothique. « Quand vous voyez ça, vous savez que vous êtes sur mon territoire. Je ne le possède pas tout entier, mais mes droits s'étendent de là jusqu'aux collines violettes à l'ouest. » Le paysage était différent ici, toujours aussi rude, mais avec une beauté brute qui toucha Eliza au plus profond d'elle-même. La mesa, aux nuances de rouille et d'or, reflétait la lumière de fin d'après-midi, tandis que les montagnes lointaines étaient enveloppées d'ombres semblables à des manteaux pourpres royaux. Un faucon tournait au-dessus de leur tête, son cri perçant l'air limpide. « Là, dit Caleb, et elle le vit, un groupe de bâtiments nichés dans une vallée où des peupliers suggéraient la présence d'Éo. Ce n'était pas grand-chose, une maison en adobe à moitié terminée, une grange qui avait connu des jours meilleurs, un corral avec quelques chevaux, et ce qui semblait être le début d'une deuxième dépendance. Alors qu'il descendait dans la vallée, Eliza sentit son anxiété monter. Elle se mettait entre les mains de cet inconnu, à des kilomètres de toute aide si elle s'était trompée sur lui. Sa main se posa instinctivement sur le Derringer dans sa poche. « Votre arme, c'est votre affaire, » dit Caleb doucement, ayant apparemment senti son geste. « Mais vous devriez savoir qu'il y a un Winchester chargé près de la porte, un Colt dans le tiroir de la cuisine et un autre fusil dans la grange. Si j'avais voulu vous faire du mal, je ne vous aurais pas dit où se trouvaient les armes. » C'était logique, mais Eliza garda la main près du Derringer. Quoi qu'il en soit, le ranch, si on pouvait l'appeler ainsi, montrait des signes de travail acharné et de rêves encore plus ardus. La maison principale était bien construite avec des murs épais en adobe et un toit convenable, mais elle n'était qu'à moitié terminée. La partie achevée comprenait une pièce principale avec une cheminée, un coin cuisine et ce qui semblait être une chambre à coucher. Les outils et les matériaux de construction suggéraient que les travaux se poursuivaient. Caleb descendit le premier, puis l'aida à descendre. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il, avec une pointe d'embarras dans la voix. Je travaille dessus depuis 2 ans maintenant, mais construire seul est un travail lent. Vous n'avez personne pour vous aider. J'avais un partenaire quand j'ai commencé. Il a décidé que l'or de Californie était plus prometteur que le bétail du Nouveau-Mexique. Il y avait plus à cette histoire. Elle le sentait, mais il ne donna pas plus de détails. À l'intérieur, la maison était étonnamment propre pour un célibataire. Les meubles étaient rudimentaires mais de bonne facture. Le sol était balayé, la vaisselle lavée et rangée sur des étagères simples.
Un fusil était effectivement accroché à des crochets près de la porte, et le Colt promis était visible dans un tiroir entrouvert. « Tu peux prendre la chambre, dit Caleb. Je dormirai ici près du feu. Il y a une barre pour fermer la porte de la chambre si tu veux. » La façon naturelle dont il abordait ses craintes continuait de la surprendre. La plupart des hommes auraient été offensés par cette insinuation ou auraient protesté avec emphase pour défendre leur honneur. Caleb se contentait de reconnaître la réalité de sa situation. « Je vais devoir m'occuper du bétail, poursuivit-il. La tempête a probablement dispersé les animaux. Tu trouveras de la nourriture dans le garde-manger. Il y a une pompe à l'arrière pour l'eau. Le puits est bon même pendant les années de sécheresse. » Il la quitta alors, et Alice se retrouva seule dans cette maison inconnue, essayant de s'adapter à ce changement soudain de situation. Elle explora prudemment les lieux et trouva le garde-manger promis, rempli de haricots, de farine, de viande séchée, de conserves et d'autres denrées de base de la frontière. La chambre était spartiate mais propre, avec un lit convenable, un coffre et des crochets pour suspendre les vêtements. Par la fenêtre, elle regarda Caleb travailler, remarquant la facilité avec laquelle il manipulait les chevaux, la patience avec laquelle il examinait chaque animal pour vérifier qu'il n'avait pas été blessé par la tempête. Quoi qu'il fût d'autre, il connaissait son métier. Lorsqu'il revint, elle faisait chauffer de l'eau et préparait de la pâte à biscuits, se repliant sur des tâches familières pour calmer ses nerfs. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, l'air surpris. « Tu n'es pas obligé de commencer ce soir. Tu en as assez bavé. Je préfère m'occuper, admit-elle. Les mains oisives laissent trop de place à la réflexion. Il acquiesça comme s'il comprenait parfaitement. Pendant qu'elle cuisinait, il nettoya son fusil. La banalité domestique de la scène contrastait avec l'étrangeté de leur situation. Au cours du dîner composé de haricots, de biscuits et d'une tarte aux pommes séchées qu'elle avait improvisée à partir de ses provisions, ils établirent les termes de leur accord. Elle cuisinerait, s'occuperait de la maison et aiderait à toutes les tâches qu'elle pourrait apprendre en échange. En contrepartie, elle bénéficierait d'un abri, de nourriture et d'une protection contre ses poursuivants. « Savez-vous lire et compter ?» demanda-t-il. « Oui, je tenais les comptes de la boutique de mon mari. » Ces mots lui laissèrent un goût amer. Ces mêmes comptes avaient caché les dettes qui avaient détruit sa vie. « Bien. J'ai essayé de suivre les dépenses liées au bétail, mais la paperasse n'est pas mon fort. » Plus tard, alors que l'obscurité s'installait sur la vallée, ils s'assirent près du feu, dans un silence confortable plutôt que gênant. Eliza se surprit à lui jeter des regards furtifs, essayant de reconstituer son histoire. Ses mains étaient calleuses à cause du travail, mais il tenait sa tasse de café avec une prise étrangement raffinée. Son langage oscillait entre un style cultivé et un style décontracté de frontières, comme s'il jouait lui aussi un rôle qu'il ne maîtrisait pas tout à fait. « Vous étiez soldat, » dit-elle soudainement, se surprenant elle-même. Il leva brusquement les yeux. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Votre façon de vous tenir, la manière dont vous avez inspecté le périmètre à notre arrivée, la façon systématique dont vous avez nettoyé votre fusil. » Un lent sourire traversa son visage. « Observatrice. Oui, j'étais cavalier. J'ai passé 5 ans à combattre principalement les Indiens au Texas. » Le sourire s'estompa. « Ce n'est pas un travail dont je suis fier aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes ici, pour vous cacher de quelque chose que vous avez fait, en quelque sorte. » Il fixa le feu, plutôt pour me cacher de ce que je ne voulais pas faire, des ordres que je ne pouvais pas suivre, des hommes que je ne pouvais pas devenir. Il secoua la tête, mais c'est du passé. Ils se préparèrent à dormir avec une chorégraphie minutieuse d'étrangers partageant le même espace. Eliza verrouilla sa porte comme il le lui avait suggéré, puis resta éveillée à écouter les bruits inconnus de la maison qui s'installait, les hurlements lointains des coyotes, le vent dans les peupliers. Le matin arriva avec une symphonie de nouveaux sons, les hennissements des chevaux, les chants des oiseaux, le chant d'un coq qu'elle n'avait pas remarqué la nuit précédente. Quand elle sortit, Caleb avait préparé le café et faisait frire du bacon. « J'ai pensé te faire visiter aujourd'hui. Si tu restes, tu dois connaître le terrain, savoir où se trouve l'eau, où aller en cas de problème. » Ils passèrent de la matinée à cheval. Il avait scellé une jument docile pour elle et ils parcoururent les limites de sa propriété. Il lui montra la source qui alimentait le ruisseau,
le canyon encaissé où les chevaux pouvaient être mis à l'abri en cas d'urgence, les hauteurs offrant une bonne visibilité dans toutes les directions. Des pillards passent parfois par ici, expliqua-t-il. Des Apaches, principalement, même s'ils se font plus discrets ces derniers temps. Des bandits venus de l'autre côté de la frontière. Des hors-la-loi ordinaires aussi. Ce pays attire les gens qui ne veulent pas être trouvés. Comme nous, dit Eliza doucement. Comme nous, acquiesça-t-il. Les journées commencèrent à prendre un rythme. Les tâches matinales, le travail de l'après-midi à la maison ou avec le bétail, les soirées au coin du feu. Elsa apprit à monter correctement à cheval, à distinguer un bœuf d'une vache, à lire la météo dans la formation des nuages. Ses mains devinrent rugueuses, sa peau s'assombrit. Des muscles apparurent là où il n'y avait auparavant que de la douceur. Caleb était un professeur patient qui ne se moquait jamais de son ignorance et ne s'énervait jamais de ses erreurs. En retour, elle mit de l'ordre dans sa comptabilité désordonnée, améliora ses repas basiques et créa de petits conforts dans la maison austère, des rideaux à partir de vieux sacs à fleurs, un tapis en chiffon près de la cheminée. Un soir, alors qu'elle raccommodait des vêtements pendant qu'il huilait des sangles en cuir, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas pensé à Silver Creek de toute la journée, ce qui lui procura à la fois un soulagement et une étrange mélancolie. « Tu ne poses jamais de questions sur le passé, » dit-elle. Il leva les yeux de son travail. « Je suppose que tu me diras ce que tu veux que je sache. Le reste ne me regarde pas. La plupart des gens seraient incurieux. Je ne suis pas comme la plupart des gens. » Il marqua une pause. « Est-ce que tu me demandes de poser des questions? » Elle réfléchit. « Peut-être que je te demande pourquoi tu ne le fais pas. Parce que tout le monde fuit quelque chose ici. Certains fuient la loi, d'autres eux-mêmes, d'autres encore des souvenirs qui ne les lâchent pas. Poser des questions ne fait que remuer la boue qu'il vaut mieux laisser reposer. C'est ce que tu fais, laisser la boue reposer, quelque chose comme ça. » Il se remit au travail, mais ajouta que même si la compagnie aidait, rester seul avec ses pensées trop longtemps les faisait résonner. C'était la façon la plus directe qu'il avait trouvée pour exprimer ses sentiments à son égard, au-delà de son appréciation pratique pour son travail. Eliza ressentit une chaleur inattendue à cette confession. Cette nuit-là, elle l'entendit bouger sans cesse dans la pièce principale, le plancher craquant sous son poids. Elle se demanda quels souvenirs le maintenaient éveillé, quels échos perturbaient sa tranquillité. Dans son propre lit, elle pensa à la confiance, à l'étrange sentiment de sécurité qu'elle ressentait dans cette maison inachevée avec un homme qu'elle connaissait à peine. Le lendemain matin, des cavaliers apparurent à l'horizon et sa nouvelle tranquillité vola en éclats comme du verre. Les cavaliers se révélèrent être des voisins, les frères Hawthorne, qui venaient de la propriété au sud, venus vérifier le bétail après la tempête. Mais cette frayeur avait rappelé à Eliza à quel point sa sécurité était précaire. Elle se jeta dans le travail avec une motivation renouvelée, comme si le fait de rester occupée pouvait éloigner le danger. Les jours se transformèrent en semaines, tandis que le printemps laissait place à l'été. Le ranch à moitié construit commençait à ressembler moins à une cachette qu'à quelque chose qui pourrait, contre toute attente, devenir un foyer. Elle apprit à traire les 2 vaches laitières que Caleb avait acquises, à ramasser les œufs des poules capricieuses, à repérer un cheval boiteux à travers le corral. La maison grandissait grâce à leurs efforts combinés. Caleb construisait de nouvelles pièces tandis qu'elle colmatait les murs avec de la boue d'adobe. Sa robe se relevait de manière scandaleuse, ses manches roulées au-delà de ses coudes. Il travaillait la plupart du temps dans un silence complice, mais parfois, il racontait des histoires de son passé dans la cavalerie, soigneusement éditées. Elle sentait qu'il omettait les pires passages. « Il y avait ce sergent au Mali », raconta-t-il un après-midi alors qu'il réparait le poulailler. « Irlandais, pure souche. Il pouvait jurer pendant 10 minutes d'affilée sans se répéter. Il avait un don magique avec les chevaux. Il pouvait calmer une monture effrayée rien qu'avec sa voix. Que lui est-il arrivé? » La main de Caleb s'immobilisa sur le fil de fer. Il est mort à River, la campagne d'hiver de Custer. Sa voix devint amère. Une victoire glorieuse. C'est ainsi qu'ils l'ont appelé. Moi, je l'ai appelé autrement. Elle attendit, sentant qu'il y avait plus à venir. Les femmes et les enfants de ce village, les vieillards, pas seulement les guerriers. Il se remit au travail avec des gestes brusques et rageurs. J'ai été muté après ça. Je ne pouvais plus le supporter. Eliza pensa à sa propre fuite devant les cruautés de la civilisation.
Parfois, partir est le seul choix honorable. Il lui jeta un coup d'œil, une expression reconnaissante sur le visage. Tout le monde ne voit pas les choses ainsi. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche rudimentaire qu'il avait construit, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de rouge, le moment qu'elle redoutait et attendait à la fois arriva. Le travail de la journée était terminé. La vaisselle du dîner était lavée et dans le calme du crépuscule, les barrières semblaient moins solides. « Je devrais faire chauffer de l'eau, dit-elle soudainement. Pour me laver, je dois avoir l'air effrayante. Tu es très bien comme ça, répondit Caleb distraitement. Puis il sembla réaliser ce qu'il venait de dire. Dans la pénombre grandissante, elle ne pouvait pas voir s'il rougissait, mais l'attention soudaine qu'il porta à rouler une cigarette suggérait un certain embarras. « Je n'ai pas pris de vrai bain depuis, essaya-t-elle de calculer. Depuis que j'ai quitté Silver Creek, me laver dans une bassine, ce n'est pas pareil. Il y a une baignoire dans le débarras, une grande. Je pourrais l'installer dans la cuisine et faire chauffer de l'eau. Ce serait merveilleux, eut-elle envie de dire, mais elle se contenta de répondre, très gentil. Il fallut du temps pour chauffer suffisamment d'eau, transporter des seaux depuis la pompe et les réchauffer sur la cuisinière. Caleb traîna la baignoire en cuivre dans la cuisine, puis se fit discret, marmonnant qu'il allait vérifier les chevaux. Eliza verrouilla la porte et les fenêtres, puis s'enfonça dans l'eau chaude bienfaisante avec un soupir qui ressemblait presque à un sanglot. Elle resta dans l'eau jusqu'à ce qu'elle refroidisse, frottant pour faire disparaître des semaines de poussière, de peur et de fuite. Ses cheveux étaient enfin propres. Ils étaient doux comme de la soie entre ses doigts. Pendant ces quelques instants, elle pouvait prétendre être revenue à son ancienne vie, en sécurité dans sa propre maison. Demain serait prévisible et sans danger. Mais cette vie avait disparu. Et étonnamment, cette pensée lui causait moins de peine qu'auparavant. Cette femme avait été à l'aise, mais enfermée, définie par son rôle d'épouse d'un homme qui mentait à chaque sourire. Cette femme, bronzée par le soleil, les mains rugueuses à force de travailler, les muscles endoloris à force d'apprendre à survivre. Cette femme était quelqu'un de nouveau. Quand elle sortit, vêtue de sa seule robe propre, Caleb était sous le porche, lui laissant son intimité. Elle le rejoignit, ses cheveux humides soigneusement relevés pour la première fois depuis longtemps. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-il sans la regarder. « Comme une nouvelle personne. » Elle s'installa à côté de lui en prenant soin de garder une distance convenable. « Merci, pas besoin de remercier. J'aurais dû y penser plus tôt. » Ils s'assirent en silence, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Les bruits nocturnes du désert s'élevaient autour d'eux. Des grillons, un hibou au loin, le bruissement de petites créatures dans les buissons. « J'ai réfléchi, » dit Caleb finalement. « Si tu comptes rester plus longtemps, tu auras besoin de vêtements appropriés. Cette robe ne résistera pas à beaucoup plus de travail. Et tu as besoin de bottes à ta taille. Je ne peux pas te payer, » l'interrompit-il. « J'aurais dû t'en parler avant. Je ne peux pas te payer grand-chose, juste le gîte et le couvert et un petit salaire. De quoi subvenir à tes besoins. » La fierté se heurtait au pragmatisme. « Je ne l'ai pas mérité. »« Arrête !» Sa voix était ferme. « Tu l'as plus que mérité. Tout fonctionne mieux à deux. Je mange mieux. La maison est plus propre. Les livres ont enfin un sens, un salaire équitable pour un travail équitable. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, il se leva brusquement. « Je vais me coucher, la journée sera longue demain. Je dois déplacer le bétail vers de meilleurs pâturages. » Elle s'assit seule sous le porche. Les émotions bouillonnaient à Silver Creek. Elle avait été piégée par les dettes et le devoir. Ici, elle gagnait sa vie, faisait des choix qui lui appartenaient entièrement. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Le lendemain matin, elle se rendit au comptoir commercial le plus proche, à une journée de route vers l'est. Eliza enfila sa plus belle robe et tenta d'avoir l'air respectable, même si elle savait que le soleil l'avait marqué aussi clairement qu'une marque au fer rouge. Le comptoir commercial était un endroit rudimentaire. Des rondins et des briques d'adobe, une odeur de cuir et de tabac. Le propriétaire, un homme grisonnant nommé Josiah Briggs, la dévisagea avec curiosité, mais ne posa aucune question lorsque Caleb la présenta comme sa comptable. Elle acheta 2 robes de travail simples, des bottes robustes à sa taille et un chapeau approprié pour se protéger du soleil. Lorsqu'elle hésita à cause du prix, Caleb lui rappela que c'était son salaire gagné honnêtement.
L'indépendance de pouvoir acheter ce dont elle avait besoin avec l'argent qu'elle avait gagné lui fit monter des larmes inattendues aux yeux. Sur le chemin du retour, les paquets étaient attachés derrière leur selle. Ils discutaient en plus librement que d'habitude. Peut-être était-ce le changement de décor ou le succès de leur voyage, mais la conversation coulait plus facilement. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi comptable plutôt que femme de ménage, fit remarquer Elisa. Comptable inspire plus de respect et suscite moins de questions. Tu protèges ma réputation, répondit-il en ricanant. Quelle réputation? Nous sommes tous les deux des parias ici, Mimsy, mais il ne sert à rien de chercher les ennuis. Laissons les gens penser ce qu'ils veulent, tant qu'ils le font à distance. Cette nuit-là, dans sa nouvelle chemise de nuit, simple mais propre et bien ajustée, Eliza resta éveillée à réfléchir aux étranges rebondissements qu'avait pris sa vie. 1 mois auparavant, elle courait pour sauver sa vie, dormait dans la poussière, certaine que chaque jour serait le dernier. Maintenant, elle avait un travail, un salaire, un toit au-dessus de sa tête et quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, un ami. Car c'est ce que Caleb était devenu. Elle se rendit compte que malgré la bienséance qu'il maintenait, les distances prudentes, ils avaient développé une compréhension mutuelle. Il respectait ses limites sans poser de questions, appréciait sa contribution sans condescendance et lui offrait sa protection sans la posséder. Le lendemain soir, alors qu'il travaillait à l'agrandissement du potager, Eliza se surprit à fredonner, la première musique qu'elle avait composée depuis la mort de Thomas. Elle s'arrêta, gênée. Mais Caleb dit, « N'arrête pas, c'est agréable. Cet endroit est resté trop calme trop longtemps. » Elle fredonna donc pendant qu'il travaillait de vieux hymnes et des chansons folkloriques de son enfance. Lorsque l'obscurité les poussa à rentrer, elle se sentit plus légère, comme si la musique avait dénoué quelque chose dans sa poitrine. Il faisait la vaisselle pour le dîner lorsque cela se produisit. Elle tendit la main vers le savon en même temps que lui, et leurs mains se frôlèrent. Ils sursautèrent tous les deux comme s'ils s'étaient brûlés, puis rirent de leur réaction. « On se comporte comme des écoliers, » dit Elisa en riant encore. « Peut-être bien. » Mais son sourire était doux lorsqu'il lui tendit le savon, et quelque chose dans son regard lui coupa le souffle. Ils étaient assis plus près l'un de l'autre sur le porche ce soir-là. Elle se rendit compte qu'ils gardaient une distance convenable, mais moins prudente. Le silence entre eux avait également changé, passant de prudent à confortable. Ils attendaient, sans rien dire, mais se comprenant. « Je ne me suis pas baignée depuis des mois, dit-elle soudainement. Puis elle eut le souffle coupé, horrifiée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Caleb se tourna vers elle, un sourcil levé. « Tu t'es baignée hier, non, je veux dire avant, sur le sentier. Je devais avoir l'air. » Elle ne put finir. Une honte immense l'envahit, comme quelqu'un qui survit contre toute attente. Il termina doucement, « Indium homon. Il n'y a pas de honte à cela. J'étais si sale comme un animal. Tu étais en vie. » C'est tout ce qui comptait, fit-il après une pause, avant d'ajouter si doucement qu'elle faillit ne pas l'entendre. C'est toujours tout ce qui compte. Le poids de ces mots s'installa entre eux. Eliza sentit ses joues brûler, reconnaissante à l'obscurité qui cachait son expression. Quelque chose était en train de changer entre eux, aussi lentement que le passage des saisons, mais tout aussi inévitablement. Caleb, commença-t-elle, sans savoir vraiment ce qu'elle voulait dire. « Il est l'heure de dormir, dit-il en se levant brusquement. La journée sera longue demain. » Mais en passant devant sa chaise, sa main effleura brièvement son épaule, le premier contact délibéré qu'il avait initié. La chaleur de ce contact resta en elle longtemps après qu'il fut rentré. Une promesse ou une question à laquelle elle n'était pas encore prête à répondre. La paix fut brisée par un après-midi torride de fin juin. Eliza étendait le linge lorsqu'elle aperçut un nuage de poussière à l'horizon oriental. Trop grand pour être celui des voisins, trop déterminé pour être celui de vagabonds. Son sang se glaça lorsqu'elle compta les cavaliers. 5 hommes avançant d'un pas régulier, comme des chasseurs qui savent que leur proie est acculée. « Caleb !» appela-t-elle d'une voix délibérément calme. Il sortit de la grange, jeta un coup d'œil à son visage, puis suivit son regard vers les cavaliers qui approchaient. « À l'intérieur, dit-il doucement. Va chercher le Winchester dans la chambre et les munitions sur l'étagère du haut. » Ils avaient peut-être 10 minutes avant l'arrivée des cavaliers. Les mains tremblantes, Eliza rassembla les armes, son esprit passant en revue toutes les possibilités. L'avait-il suivi jusqu'ici? Comment?
Elle avait pourtant été si prudente. Caleb chargeait son Colt lorsqu'elle revint. Ce n'est peut-être rien, dit-il, mais son regard disait le contraire. C'était possible. Ils ne font que passer. Avec 5 hommes chevauchant en formation, Eliza se positionna près de la fenêtre, fusil prêt. Ce sont des chasseurs de primes. Forcément. Alors, ne leur donnons aucune raison de penser que tu es ici. Tu es ma comptable. Tu travailles pour moi depuis 2 mois. Tu t'appelles, il s'interrompit, réfléchissant, Elizabeth Morrison, ma cousine du Kansas. Morrison, un nom assez courant, et ta famille explique pourquoi tu es ici sans... Il fit un geste vague, incapable de terminer sa pensée sur la bienséance. Les écrivains étaient maintenant assez proches pour distinguer les détails. Des hommes durs, tous lourdement armés, avec l'air de ceux qui gagnent leur vie sur le malheur des autres. Le cavalier de tête, un homme trapu à la barbe grisonnante, leva la main en signe de salut lorsqu'ils entrèrent dans la cour. « Restez à l'intérieur, » murmura Caleb, puis il monta sur le porche, son fusil à la main, prêt à tirer. « Bonjour, messieurs, je peux vous aider. »« Bonjour, » répondit le chef, ses yeux scrutant la propriété avec un intérêt professionnel. « Je m'appelle Jake Thornton. Voici mes associés. Nous recherchons quelqu'un qui serait peut-être passé par ici. » Beaucoup de gens sont passés par ici. Quelqu'un en particulier? Thornton fouilla dans son gilet et en sortit un papier plié. Même de l'intérieur, Eliza pouvait voir qu'il s'agissait d'un avis de recherche. Son avis de recherche. Une femme nommée Eliza Carter, veuve, environ 25 ans, cheveux foncés, recherchée pour vol et fraude à Silver Creek. Vol et fraude. La voix de Caleb était douce. Cela ne ressemble pas à un problème de veuve. Cette femme s'est enfuie pour échapper à ses dettes illégales. Elle a pris des biens qui ne lui appartenaient pas. Il faut faire un exemple. Le sourire de Thornton était froid. Une récompense de $100 est offerte pour toute information menant à sa capture. $500. Caleb siffla doucement. Ces dettes doivent être sérieuses, assez sérieuses. Les yeux de Thornton ne cessaient de bouger, remarquant les améliorations apportées à la propriété. Les vêtements de la femme sur la corde à linge. Avez-vous vu quelqu'un correspondant à cette description? Je ne peux pas dire que oui, mais je reste surtout chez moi. L'un des autres cavaliers, plus jeune et aux traits méchants, prit la parole. C'est le linge de cette femme qui est suspendu là. Vous avez l'œil, dit Caleb avec désinvolture. Ma cousine m'aide à tenir les comptes et autres. Elle est à l'intérieur si vous avez besoin de lui parler. Le cœur d'Eliza battait à tout rompre, tandis que les hommes échangeaient des regards. S'ils insistent pour la voir, nous devrions peut-être, dit lentement Thornton. Juste pour être sûr, répondit Caleb en haussant les épaules. Elisabeth, viens. Ces messieurs ont quelques questions à te poser. Elle prit une profonde inspiration, posa le fusil et sortit sur le porche. La clé était d'être quelqu'un d'autre. Pas la veuve effrayée qui avait fui Silver Creek, mais une femme compétente qui avait tout à fait le droit d'être là. « Messieurs, dit-elle en inclinant poliment la tête, mais sans sourire. Elle garda les mains visibles mais détendues et adopta une posture confiante. Thornton l'étudia attentivement. « Vous êtes la cousine de Morrison? »« Ma cousine au 2e degré, en fait, de Lawrence. » Elle laissa transparaître un léger accent du Kansas dans sa voix. « Y a-t-il un problème? Ces hommes recherchent une femme qui s'est enfuie pour échapper à ses dettes, » expliqua Caleb en montrant sa photo. Thornton lui tendit l'affiche. Eliza se força à la regarder avec un intérêt modéré, même si voir son propre nom imprimé lui donnait la nausée. Heureusement, le portrait, dessiné de mémoire par quelqu'un qui la connaissait à peine, ne lui ressemblait pas beaucoup. « Elle est jolie, » remarqua Eliza en rendant l'affiche, « mais elle a l'air effrayée. Qu'a-t-elle fait? Comme je l'ai dit, elle s'est enfuie pour échapper à ses dettes légales. Elle a aussi pris des biens. » Thornton plissa les yeux. « Vous êtes ici depuis longtemps, Mademoiselle Morrison? 2 mois maintenant. Je suis parti après le décès de mon père. Caleb m'a proposé du travail. » Elle soutint son regard. « Cette femme est-elle dangereuse? Devrions-nous nous inquiéter? » Le plus jeune des cavaliers eut un rire désagréable. « Elle n'est pas dangereuse, juste insaisissable. Mais nous la trouverons. On la trouve toujours. »« J'en suis sûr, » dit Eliza. « Messieurs, voulez-vous un peu d'eau? Il fait chaud pour chevaucher. » C'était un risque calculé, mais offrir l'hospitalité semblait la chose la plus naturelle à faire. Thornton réfléchit, puis secoua la tête. « C'est gentil, madame, mais nous devons continuer. Les pistes refroidissent. » Il toucha son chapeau.
Morrison, Mademoiselle Morrison. Avez-vous vu quelqu'un correspondant à cette description? Envoyez un message à Silver Creek. 500 $, c'est une somme considérable. C'est vrai, acquiesça Caleb. Je garderai les yeux ouverts. Les cavaliers firent demi-tour, mais le plus jeune se retourna. C'est drôle, mademoiselle Morrison. Vous ressemblez à cette image de puissance autour des yeux. Eliza sentit son sang se glacer, mais elle se força à rire. Vraiment, quelle malchance pour moi. Je détesterais être confondu avec une criminelle. En effet, dit Thornton d'une voix pensive. Eh bien, bonne journée à vous deux. Ils regardèrent les cavaliers s'éloigner, laissant derrière eux un nuage de poussière. Ce n'est que lorsqu'ils ne furent plus que des points à l'horizon qu'Eliza se permit de respirer normalement. À l'intérieur, dit Caleb d'un ton sec dans la maison. La réaction la frappa. Elle s'effondra sur une chaise, tremblante. Il semble que le jeune soupçonne au moins peut-être. Caleb faisait les 100 pas dans la pièce comme un chat en cage. Mais les soupçons ne sont pas des preuves, et ce sont des chasseurs de primes, pas des représentants de la loi. Ils ont besoin de toi vivant et identifiable pour toucher leur prime. Ils reviendront probablement. Il cessa d'arpenter la pièce et la regarda intensément. La question est, que veux-tu faire à ce sujet? Je devrais partir ce soir, les éloigner d'ici. C'est une option. Sa voix était soigneusement neutre. Tu t'enfuis à nouveau, tu continues à courir. Peut-être qu'ils t'attraperont. Peut-être pas. Quelle est l'autre option? Nous nous battons. Il le dit simplement, comme s'il suggérait de réparer la clôture. C'est ma terre. Tu es sous ma protection. S'ils veulent t'emmener, ils devront passer par moi. Tu ne peux pas, Caleb. Ces hommes sont des tueurs. Je ne veux pas avoir ton sang sur la conscience, et je ne veux pas avoir le tien sur la mienne. Il tira une chaise, s'assit en face d'elle. Eliza, et je sais que c'est ton vrai nom, je le sais depuis des semaines. Tu crois que je t'ai sauvé de cette tempête pour te livrer à des hommes comme eux? Ce n'est pas ton combat, n'est-ce pas? Ses yeux verts plongèrent les siens. Je t'ai dit que j'avais quitté la cavalerie parce que je refusais d'obéir à certains ordres. Tu sais quels étaient ces ordres? Ramener les esclaves fugitifs à leurs propriétaires, arracher les femmes et les enfants à leur foyer, d'être l'instrument de la cruauté d'autrui. Il se pencha en avant. J'ai failli à ces gens à l'époque. Je ne te ferai pas défaut aujourd'hui. Des larmes lui brûlaient les yeux. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Tu fuis des hommes qui veulent te posséder, t'utiliser, faire de toi un exemple. La seule différence, ce sont les papiers légaux qu'ils ont en leur possession. Un bruit à l'extérieur les fit tous deux se figer. Des chevaux revenaient. Caleb se dirigea vers la fenêtre, puis se détendit légèrement. Ce sont les garçons Hawthorne qui arrivent à toute vitesse. Les frères s'arrêtèrent dans un nuage de poussière, le visage sombre. Morrison, l'aîné, Samuel, demanda à ses cavaliers de s'arrêter ici. Ils le firent. Pourquoi? Ils installent leur campement à environ 8 kilomètres à l'est. Ils ont envoyé leur pisteur mexicain faire demi-tour à pied. Pablo l'a repéré. Il est venu nous prévenir. Caleb jura entre ses dents. Ils surveillent l'endroit. On dirait qu'ils ont besoin d'aide pour les chasser. Non. La voix de Caleb était ferme. C'est mon problème, mais j'apprécie l'avertissement. Samuel semblait vouloir discuter, mais son frère lui toucha le bras. C'est ton affaire, Morrison, mais si les coupes de feu commencent, nous les entendrons et nous viendrons. Après leur départ, Caleb commença à se préparer avec une efficacité militaire. Les armes furent nettoyées et chargées, les munitions distribuées, les lignes de mire vérifiées. Eliza aida, sa peur se cristallisant en détermination. « Ils attendront la nuit, dit Caleb. Ils essaieront de nous surprendre pendant notre sommeil, ou ils tenteront de nous séparer, de t'isoler. » Au coucher du soleil qui peignait le ciel de nuances sanglantes et dorées, ils prirent une position. Caleb à la fenêtre avant, Eliza couvrant l'arrière. La maison, construite dans un souci de défense, offrait une bonne couverture. « Je suis désolé, » murmura Eliza dans l'obscurité grandissante, « de t'avoir entraîné là-dedans. »« Ne t'excuse pas, » répondit-il. « J'ai fait mon choix le jour où je t'ai amené ici. Ne m'insulte pas en t'excusant pour cela. » La nuit tomba comme un rideau. Chaque bruit devenait suspect. Était-ce le vent ou des pas? Un animal ou un homme se déplaçant dans les broussailles? Les mains d'Eliza étaient crispées à force de serrer le fusil. Ses yeux étaient fatigués à force de scruter l'obscurité. Puis,
Juste au moment où la lune se levait, cela commença. Le premier coup de feu brisa la fenêtre de la cuisine, projetant des éclats de verre sur le sol. Eliza se jeta à plat ventre, mettant en pratique l'entraînement qu'elle avait suivi ces dernières semaines. Caleb riposta immédiatement, le bruit assourdissant de son fusil résonnant dans l'espace clos. « Restez baissés !» cria-t-il, mais elle rampait déjà vers un meilleur abri. D'autres coups de feu retentirent de plusieurs directions. Ils avaient encerclé la maison. Les éclairs des bouches à feu illuminaient l'obscurité comme des lucioles mortelles. Eliza repéra un mouvement près du poulailler et tira, entendant un juron lorsque sa balle atteignit sa cible. « Bien tiré !» cria Caleb, puis il grogna lorsque des tirs de riposte éclatèrent le cadre de la porte à quelques centimètres de sa tête. Le siège se poursuivit. Les chasseurs testaient leur défense, cherchant des faiblesses. Mais la maison résistait, ses épais murs en adobe arrêtant les balles qui auraient transpercé le bois. La peur d'Eliza se transforma en quelque chose de froid et de concentré. Elle ne se laisserait pas capturer, ne les laisserait pas la ramener à l'humiliation et à la servitude. Un calme lourd de menace s'installa. Puis la voix de Thornton résonna à travers la cour. « Morrison, personne n'a besoin de mourir ce soir. Envoie la femme dehors et nous partirons en paix. »« Contre-offre, » répondit Caleb. « Partez maintenant et je ne vous tirerai pas dessus. 500 $ disent le contraire, et nous sommes 5. Vous êtes 2. 4, corrigea Eliza d'une voix suffisamment forte pour être entendue. J'en ai blessé un près du coupé. Les jurons provenant de cette direction confirmèrent son décompte. Caleb lui jeta un regard, une fierté farouche dans les yeux qui fit battre son cœur malgré les circonstances. « Vous êtes des hommes bien. » Caleb réessaya. « La prime vaut-elle la peine de mourir? Parce que je vous promets que si vous essayez de la prendre, certains d'entre vous ne repartiront pas. » De grands discours de la part d'un homme en infériorité numérique. Comme pour répondre. Des coups de fusil retentirent depuis la crête derrière la maison. Pas sur eux, mais sur les positions des chasseurs, les frères Hawthorne. Fidèles à leurs paroles, le vent tourna lorsque les chasseurs se retrouvèrent pris entre les défenseurs dans le chaos. Eliza vit une silhouette se précipiter vers la porte arrière. Le jeune cavalier qui l'avait reconnu. Elle tira, mais il continua d'avancer, percutant la porte avec son épaule. La barre tint bon, mais de justesse. Caleb se retourna et tira à travers la porte. Un cri et le bruit d'un corps qui tombait, mais d'autres arrivaient. Ils décidèrent de tenter un assaut désespéré. La porte d'entrée explosa vers l'intérieur lorsque 2 hommes la frappèrent ensemble. Caleb les accueillit avec son colt en abattant un, mais l'autre se jeta sur lui. Ils tombèrent dans un enchevêtrement de membres, se battant pour l'arme. Eliza ne pouvait pas tirer clairement. Puis elle vit Thornton lui-même entrer par la porte arrière. Le sacrifice du jeune cavalier avait endommagé la barre. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Le chasseur et la proie. Mais elle ne savait plus qui était qui. Elle appuya sur la gâchette. Le fusil cliqua, vide. Thornton sourit. Il s'avança. À court de munitions. Madame Carter. Quel malheur. Mais Eliza avait appris plus que le tir ces derniers mois. Alors qu'il tendait la main vers elle, elle balança le fusil comme une massue, le frappant à la mâchoire. Il tituba et elle sortit le Derringer de sa poche, le petit pistolet que Caleb ne lui avait jamais demandé de rendre. « Pas tout à fait, dit-elle et elle tira. Thornton se saisit l'épaule, du sang coulant entre ses doigts derrière elle. Elle entendit le bruit des meubles qui s'écroulaient. Caleb continuait de se battre. Pas le temps de l'aider. Un autre chasseur apparut dans l'embrasure de la porte. Elle tira à nouveau. Le deuxième et dernier coup de Derringer, le faisant plonger pour se mettre à couvert. Puis Caleb fut à ses côtés. Du sang sur le visage, mais ses armes à la main. « Les Hawthorne les ont encerclés, » haleta-t-il. « Ils vont s'enfuir maintenant. » En effet, des cris à l'extérieur suggéraient une retraite. Thornton recula vers la porte, toujours en serrant son épaule. « Ce n'est pas fini, » grogna-t-il. « La prime est toujours valable. D'autres viendront. »« Qu'ils viennent, » s'entendit dire Eliza. « J'en ai fini de fuir. » Ils regardèrent par les fenêtres brisées, les chasseurs survivants rassembler leurs blessés et s'enfuir. Les fusils des frères Hawthorne les encourageaient à partir. Lorsque la poussière retomba, 2 corps restaient dans la cour. Des hommes qui avaient préféré la prime à leur vie. Samuel Hawthorne apparut à la porte, fusil à la main. « Tout le monde est sain et sauf ici? »
Plus ou moins, répondit Caleb en essuyant le sang d'une coupure au-dessus de son œil. Nous vous sommes redevables. Il n'y a pas de dette entre voisins. Le visage buriné de Samuel était sombre. Mais vous devriez peut-être expliquer pourquoi des chasseurs de primes tirent dans la vallée. Eliza s'avança. C'est ma faute. Je suis recherché à Silver Creek pour des dettes que je n'ai pas contractées et que je ne peux pas payer. Ils veulent me faire un exemple. Samuel l'observa, puis haussa les épaules. Silver Creek est loin d'ici. Leur loi ne s'applique pas ici. Il regarda son frère. N'est-ce pas, Pete? Je ne sais rien d'une veuve de Silver Creek. Pete acquiesça. Je sais juste que Morrison et son comptable ont repoussé des bandits ce soir. Après leur départ, ils promirent d'aider à s'occuper des corps le lendemain matin. Eliza et Caleb évaluèrent les dégâts. Les fenêtres étaient brisées, les meubles détruits, les murs parsemés d'impacts de balles comme des fleurs mortelles. Mais ils étaient en vie. « Assieds-toi », ordonna Eliza, trouvant les fournitures médicales. « Cette coupure doit être soignée. » Il se soumit à ses soins, grimaçant lorsqu'elle nettoya la blessure. De si près, elle pouvait voir l'épuisement dans ses yeux, le poids de la violence, même dans la victoire. « Je suis désolé, » commença-t-elle. « Si tu t'excuses encore une fois, je te mettrai sur mes genoux. » Les mots lui échappèrent, et tous deux se figèrent devant cette implication. « Je ne voulais pas dire ce que tu as compris. » Ses mains étaient douces sur son visage, nettoyant le sang et la saleté. « Mais je suis désolé. Tu as construit quelque chose de bien ici, et j'ai apporté la destruction. Tu y as apporté la vie, corrigea-t-il doucement. Avant, cet endroit n'était que des murs et du travail. Maintenant, c'est quoi? Il attrapa sa main, immobilisant son mouvement. Un foyer. Le mot resta suspendu entre eux, lourd de sens. Eliza se retrouva penchée plus près, attirée par quelque chose de plus fort que la bienséance ou la peur. Ils enverront un message, dit-elle. D'autres viendront, peut-être, mais la nouvelle se répandra ici aussi. Les Hawthorne parleront. D'autres écouteront. Cette vallée protège les siens. Je ne suis pas l'une des vôtres, n'est-ce pas? Son pouce effleura ses jointures, laissant des traces de chaleur. Vous avez travaillé cette tèche, vous avez versé votre sang pour elle. Cela fait de vous l'une des nôtres. Si vous voulez être ce que je veux, dit-elle en marquant une pause, submergée par la vérité de ses paroles. Ce que je veux, c'est cesser d'avoir peur, construire quelque chose au lieu de fuir les ruines. Alors restez. Nous affronterons ensemble tout ce qui nous arrivera. L'aube se levait, peignant la pièce endommagée d'une douce lumière dorée. À travers la fenêtre brisée, elle pouvait voir la terre qu'elle avait appris à aimer. Dure mais honnête, exigeante mais juste, comme l'homme à ses côtés. Ensemble, acquiesça-t-elle. Les jours suivants furent un tourbillon de réparation et de révélation. La nouvelle se répandit rapidement parmi la population clairsemée de la vallée. La propriété de Morrison avait été attaquée par des chasseurs de primes et la communauté s'était serré les coudes. Des hommes sont venus aider à réparer les dégâts. Leurs femmes ont apporté de la nourriture et ont accepté la situation sans broncher. Madame Hawthorne, la femme de Samuel, a pris Eliza à part pendant que les hommes travaillaient. « J'ai entendu dire que vous étiez veuve, » lui a-t-elle dit sans détour. « Vous fuyez des problèmes dont vous n'êtes pas responsable. »« Oui, madame. Eh bien, nous avons tous un passé ici. Ce qui compte, c'est ce que vous faites pour aller de l'avant. » Elle a marqué une pause. « Caleb est un homme bien, un peu brisé par la guerre, mais bon quand même. Vous pourriez trouver pire, dit-elle. Eliza sentit ses joues s'empourprer. « Nous ne sommes pas... C'est-à-dire que je travaille pour lui. » Le sourire entendu de Madame Hawthorne en disait long. « Bien sûr, ma chère. Mais n'oubliez pas que la vie est courte ici. Trop courte pour trop de convenances. » Ce soir-là, alors qu'ils dînaient dans leur cuisine rafistolée et en Ashdown, Caleb semblait inhabituellement silencieux. Finalement, il posa sa fourchette. « Je dois te dire quelque chose. » Eliza sentit son estomac se nouer. « Oh, mon nom, ce n'est pas vraiment Morrison. » Il la regarda dans les yeux. « C'est Caleb Morgan Hartley. Capitaine Caleb Hartley. Caleb Hartley, anciennement du 7e régiment de cavalerie. » Hartley, ce nom lui était familier. Il y avait eu un scandale. Un officier qui avait refusé d'obéir aux ordres, qui avait refusé de massacrer des civils, qui avait témoigné contre son commandant, qui avait été traduit en cour martiale pour insubordination et conduite indigne. Sa voix était amère.
Une conduite indigne parce qu'il avait refusé de tuer des femmes et des enfants. Mais vous aviez raison. Le bien n'a pas d'importance quand on enfreint la chaîne de commandement. J'ai conservé mon grade de justesse, mais ma carrière était terminée. Alors, je suis venu ici, j'ai changé de nom pour éviter d'être immédiatement reconnu, j'ai essayé de me construire une nouvelle vie. Eliza tendit la main par-dessus la table et recouvrit la sienne de la sienne. J'ai été courageux, n'est-ce que pas? J'ai suivi les ordres pendant des années avant cela. Combien d'innocents sont morts parce que je n'ai pas parlé plus tôt? On ne peut pas changer le passé, mais tu as changé de cap quand cela comptait. C'est plus que ce que font la plupart des gens. Il tourna sa main, entrelaçant leurs doigts. Comme toi, comme moi, tu aurais pu rester à Silver Creek, accepter ce qu'il voulait te faire. Au lieu de cela, tu t'es enfui, tu t'es battu, tu as survécu avec de l'aide. Elle serra ses doigts, un étranger qui m'a sauvé d'une tempête. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Ils s'assirent dans l'obscurité grandissante, les mains jointes par-dessus la table. Deux parias qui avaient trouvé refuge l'un auprès de l'autre. Dehors, les oiseaux nocturnes chantaient et les coyotes entonnaient leurs chants ancestraux. Mais à l'intérieur, dans leur maison abîmée mais intacte, régnait la paix. Reste, dit soudain Caleb. Pas en tant qu'employé, ni en tant que fugitive. Reste en tant que ce que tu veux être. Que me demandes-tu? Je te le demande mal, admit-il. Mais je te demande une chance de te courtiser comme il se doit, de construire ensemble quelque chose qui soit plus que la simple survie. Eliza pensa à toutes les raisons de dire non, au danger qui rôdait toujours, à l'inconvenance, aux cicatrices qu'ils portaient tous les deux. Puis elle pensa à l'alternative, une vie de fuite, de solitude, de ne plus jamais prendre le risque de faire confiance. Oui, dit-elle simplement. Le printemps revint dans la vallée comme une promesse tenue. Le désert s'épanouit de couleurs inattendues, sauge pourpre, buisson cassant jaune, rose vif des fleurs de figuier de barbarie. Eliza se tenait sous le porche de la maison désormais achevée, regardant le soleil levant peindre les montagnes d'or. 1 an s'était écoulé depuis qu'elle était arrivée ici, désespérée et brisée. Aujourd'hui, elle reconnaissait à peine la femme qu'elle avait été. Ses mains, autrefois douces à cause de la vie en ville, étaient désormais couvertes de callosité dues à un travail honnête. Sa peau avait pris une teinte brune miel et des rides d'expression apparaissaient au coin de ses yeux. Elle portait désormais des vêtements pratiques, des jupes fendues pour monter à cheval, des bottes robustes, une chemise d'homme soigneusement rentrée dans son pantalon. Mais c'était le changement intérieur qui comptait le plus. La peur qui l'avait animée pendant si longtemps s'était estompée, remplacée par quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé ressentir à nouveau. L'espoir. Le café est prêt, appela Caleb depuis l'intérieur. Elle sourit en se retournant vers la maison qui était devenue son foyer. Il l'avait reconstruite plus solide après l'attaque, ajoutant des pièces et renforçant les murs. Les frères Hawthorne les avaient aidés, ainsi que d'autres voisins qui avaient décidé que les Hartley, car c'était ainsi qu'ils s'appelaient désormais, même si aucune cérémonie ne l'avait encore officialisé, méritaient d'être protégés. À l'intérieur, Caleb se tenait près de la cuisinière, versant du café dans 2 tasses. La lumière du matin faisait briller les reflets argentés dans ses cheveux foncés. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes, mais d'une certaine manière plus douces que lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Il lui tendit une tasse, leurs doigts s'effleurèrent, un contact qui lui procura encore une sensation de chaleur. « Le shérif Williams vient aujourd'hui, dit-il. » Eliza sentit son estomac se nouer. À propos de l'enquête du rapport final, Samuel dit que Williams est prêt à clore l'affaire. 3 mois après la fusillade, le shérif territorial avait enfin mené son enquête. À ce moment-là, l'histoire s'était cristallisée. Des bandits avaient attaqué le ranch, mais avaient été repoussés par les résidents et les voisins. Les corps avaient été enterrés sans identification, leurs biens brûlés. Si quelqu'un les avait reconnus comme étant des chasseurs de primes de Silver Creek, ils s'étaient tus. Mais surtout, Caleb avait écrit à un ami avocat de l'époque où il était dans l'armée pour lui demander si les dettes étaient légales. La réponse avait été éclairante, sans sa signature, à son insu. La plupart des dettes de Thomas ne pouvaient pas lui être légalement transférées. Les créanciers espéraient que l'ignorance et l'intimidation l'emporteraient là où la loi échouait. « Tout ira bien », lui avait assuré Caleb, lisant son inquiétude. « Williams est un homme pragmatique.
Il sait que la justice et la loi ne sont pas toujours la même chose. À midi, le shérif Williams était venu et reparti, clôturant officiellement l'affaire comme un cas de légitime défense contre des agresseurs inconnus. Il avait regardé Eliza dans les yeux en le disant, et elle y avait vu de la compréhension. Chose amusante, avait mentionné Williams avec désinvolture en montant sur son cheval. J'ai reçu une lettre de Silver Creek la semaine dernière. Il semble que certains créanciers là-bas aient eu des ennuis pour des réclamations frauduleuses. Ils essayaient de recouvrer des dettes qui n'étaient pas légales. Ça m'a fait réfléchir. Quelqu'un qui fuit de ce genre de fausses réclamations ne fuit pas vraiment la loi, n'est-ce pas? Après son départ, Eliza sentit la dernière chaîne de son ancienne vie se briser. Elle était vraiment libre. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à regarder le coucher du soleil, Caleb s'éclaircit la gorge. « J'ai réfléchi, commença-t-il. C'est une habitude dangereuse, le taquina-t-elle, mais son cœur se mit à battre plus fort en entendant le ton sérieux de sa voix. Cela fait des mois que nous tournons autour du pot. Il se tourna vers elle. Je t'ai dit que je voulais te courtiser comme il se doit. Mais en vérité, nous vivons déjà comme des partenaires, travaillant ensemble, construisant ensemble, nous battant ensemble. Caleb, laisse-moi finir. Il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose qui reflétait la lumière déclinante. Une bague en argent simple avec une petite pierre turquoise. Ce n'est pas très sophistiqué. Je l'ai fait faire par l'orfèvre Navajo, mais j'ai pensé que ça te plairait. Oui, dit Eliza, avant qu'il ne puisse bafouiller davantage. Quoi que tu me demandes. Oui, dit-il en riant soudainement et joyeusement. Tu ne sais même pas ce que je te demande, n'est-ce que pas? Elle prit la bague et la glissa à son doigt, où elle s'ajusta parfaitement. Tu me demandes si je resterai pour toujours. Si je deviendrai ta femme, comme je suis déjà ta compagne, si je prendrai ton nom, que j'utilise déjà. Si je partagerai ton lit, comme j'ai déjà partagé tes combats. Vu sous cet angle, il semble que je ne t'offre rien de nouveau. Tu m'offres tout. Elle se rapprocha jusqu'à sentir sa chaleur. Un avenir sans peur. Un partenaire qui me voit tel que je suis et non tel que la société dit que je devrais être. Un amour fondé sur la vérité et éprouvé par le feu. Il l'embrassa. Là, sous le porche où tant de distances prudentes avaient été maintenues. C'était un baiser qui avait le goût du café et des promesses, de la poussière du désert et du retour à la maison. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux haletants, il rit contre ses lèvres. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit une fois ?» Il murmura qu'elle ne s'était pas lavée depuis des mois. Elle gémit, encore gênée. « Pourquoi tu me rappelles ça? Parce que même alors, épuisée et désespérée, couverte de poussière et de peur, tu étais la plus belle chose que j'avais jamais vue. » Il s'écarta pour la regarder. « Tu étais magnifique dans ta survie, et je savais que je ferais tout pour te protéger. Même face à des chasseurs de primes. Même cela, dit-il en devenant sérieux. Je le referai, Eliza. Tout cela, je sais. » Elle toucha son visage, sentant sa barbe naissante, sa chaleur, sa réalité tangible. Tout comme j'aurais affronté à nouveau tous ces chasseurs pour rester ici, pour rester avec toi. 2 semaines plus tard, ils se marièrent dans le salon des Hawthorne, en présence de la moitié de la vallée. Eliza portait une nouvelle robe bleue qui faisait ressortir ses yeux, et Caleb s'était coupé les cheveux et avait mis sa plus belle chemise. Le pasteur itinérant a célébré la cérémonie, et s'il s'est interrogé sur le passé de la mariée, il l'a gardé pour lui. Alors qu'ils échangèrent leurs vœux, Eliza a repensé au chemin qu'il avait mené ici, à la terreur des premiers jours de fuite, au désespoir, à la certitude que sa vie était finie. Elle avait tout perdu, son mari, sa maison, sa réputation, sa sécurité. Mais en perdant tout, elle avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, elle-même. Et en se trouvant elle-même, elle avait trouvé Caleb. Je vous déclare maintenant mari et femme. Le pasteur prononça. Vous pouvez embrasser la mariée. Ce baiser était différent de leur premier baiser confiant, revendiquant une déclaration publique de promesse privée. Les voisins rassemblés applaudirent et poussèrent des cris de joie. Hawthorne essuya ses larmes et quelque part à l'extérieur, un faucon cria sa liberté sauvage. La réception eut lieu dans leur ranch. Des tables furent dressées dans la cour où des coups de feu avaient autrefois brisé la nuit. Maintenant, elle résonnait de rire, de musique de violon, du tintement des verres levés en toast. Eliza dansa avec son mari, tandis que leurs amis et voisins faisaient de la fête autour d'eux. Alors que le soleil se couchait,
Peignant le désert de ses couleurs quotidiennes, Eliza s'éloigna un instant pour profiter de la vue. La maison qu'ils avaient construite ensemble, plus solide après avoir été mise à l'épreuve, la terre qui semblait si rude, mais qui leur avait offert un refuge. Les gens qui la jugeaient non pas sur son passé, mais sur ses actions. Caleb apparut à ses côtés et lui tendit une tasse de punch. Heureuse? Plus que je n'aurais jamais cru possible. Tant mieux. Il resta silencieux un instant, puis ajouta « Je t'aime, Eliza Hartley ». Ce nom la fit frissonner. Pas Carter, accablé de dettes et de mensonges. Pas Morrison, la fiction derrière laquelle elle s'était cachée, mais Hartley, choisi librement, gagné à la force du poignet, porté avec fierté. Et je t'aime, Caleb Hartley. Alors que la fête continuait autour d'eux, ils restèrent debout ensemble, regardant les étoiles apparaître dans le vaste ciel du désert. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins de sa fuite désespérée bénissaient désormais son nouveau départ. Quelque part là-bas, d'autres âmes désespérées couraient, fuyant leur propre ruisseau argenté, à la recherche de leur propre sanctuaire, espérant Eliza. Qu'il le trouve, comme elle l'avait trouvé. « Aucun regret ?» demanda Caleb doucement. « Aucun, » répondit-elle sincèrement. « Chaque pas m'a mené ici, même les plus difficiles, surtout ceux-là. » Il acquiesça. Plus tard, alors que les invités partaient et que le calme revenait sur leur ranch, Eliza jeta un dernier regard sur le chemin qu'elle avait parcouru. D'une veuve écrasée par des circonstances indépendantes de sa volonté à une femme qui avait pris son destin en main. D'une personne définie par les attentes de la société à une personne qui avait contribué à forger une nouvelle vie dans une terre impitoyable. Le désert l'avait mise à l'épreuve, l'avait dépouillée de tout ce qui n'était pas essentiel, avait révélé la force de caractère qui l'habitait. Et dans cette révélation, elle avait trouvé non seulement la survie, mais aussi l'amour. Non seulement une échappatoire, mais aussi un foyer. Non seulement une cachette, mais aussi une vie qui valait la peine d'être vécue. Alors qu'elle se retournait pour suivre son mari dans leur maison, leur foyer, un coyote hurla au loin, sauvage et libre. Eliza sourit. Elle comprenait désormais cet appel, cette indépendance farouche, ce refus d'être apprivoisée. Mais elle comprenait aussi quelque chose que le coyote ne comprenait peut-être pas, que la véritable liberté signifiait parfois choisir de rester, choisir de construire, choisir d'aimer malgré les risques. La porte se referma derrière eux, laissant dehors la nuit, mais pas les étoiles. Et dans le haut désert du territoire du Nouveau-Mexique, deux âmes brisées par le monde avaient trouvé l'une dans l'autre la force de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de durable, quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Le désert, dans sa dure sagesse, leur avait fait son plus beau cadeau, une seconde chance. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire d'amour du Far West. J'aimerais savoir où vous appréciez ce récit, que vous l'écoutiez pendant vos trajets, chez vous ou peut-être même quelque part dans le sud-ouest américain où notre histoire s'est déroulée. Abonnez-vous à la chaîne From Wild West et partagez vos impressions sur le parcours d'Eliza et Caleb. Leur histoire de survie et d'amour inattendu vous a-t-elle touché? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Ana. A minha é essa aqui, ó. Ah, isso é A minha não bonito. foi o Chave Nabi, ela. não. A minha fui eu mesmo. É, a do Nuno foi Caralho. ele. Caralho, leque. Mas tem algumas que o Gabi forjou pra galera, e aí todo mundo passava por um treinamento pra ver se a arma aceitava a pessoa. Horroroso Foda. treinamento, sofri que só. Quase bati o recorde de mortes, mas daí me passaram depois que outras pessoas que não tinham passado pelo treinamento É ainda foram. verdade, né, mano? E o ranking, hein? Tem que ver agora. O ranking de Nossa, mortes são se bons, modificou muito. Toma, toma. Agora eu vou ficar Pegar voando uma assim, de dancinha. pescoço quebrado. Acende? Acende bucetas? Oxi. Cara. Cara, esses Desculpa, voos Nuno. aí é russo? Você não merecia ter passado por isso. Esse voo é um emote, porque não deram Então, barra russo? fly aqui. É Soldado russo. aleatório número Ah, É, vai 3. o tomar nome no dele, zóio, vai. Chinin, deixa eu ver. Ai, não dá pra ver E o aqui. nome dele? Pô, não dá pra ver, infelizmente, hein? Vou ficar te devendo. É esse? Esse aí mesmo. Toma, Guaguá. Caraca, Eu mas não eu não peguei fiquei a irado palha igual muito você. russo. Parece que você tá usando a força no meu pescoço.
Ô, soldado aleatório número 13, uma pergunta, seu nome por acaso é Tim? Um destino Pô, eu não botei a Rat Ah, eu não Dance, consegui entrar pode no crer. No servidor, no outro servidor, não. Boa guerra pra ti, viu, Não? Tim? Agora eu não sei se é porque eu tô logado em dois Tá com os lugares. dois ao mesmo tempo, porque É. seria com a mesma conta, né? É, mas ele validou na hora de entrar. Mas às vezes tá dois lugares em dois servidores diferentes e não deixa, não. Eu vou perguntar no Deixa grupo. eu testar, vou sair daqui e entrar no outro. Tudo certo. Aí, Eu acho que é o server mesmo. eu mandei no grupo pra Caraca, galera ver. sério? Entendi, eu tenho medo do esquecimento, assim. Oh, mas o Fly, não, Sabe? o Fly é Ser do apagado Vanilla. da, Eu só não de tudo, das memórias das sei... pessoas e tal. Mas é que ele não é um efeito, né? É o Fly do criativo. Eu ganhei o Fly É. do criativo quando. Então, mas ele não é por padrão, ele é um efeito de quando você entra em OP, entendeu? Uhum. Quando você tá no criativo, ele não é um efeito que nem poção. Que é o que acontece no quando tem mod, entendeu? Uhum. É. Tipo ela. É. Tipo ela, sim. Aham. Vai encerrar, vai? O Gegerra. O Gegerra. Ah, roxa Arcânia, vermelha Robrânia. Scholar, E Programmer esse Art, aqui, ó, é os excluídos. Como é que eu entro? Aqui, vê se tem que Eba! desconectar. Deu merda, será, Nogal? Pelo menos uma pessoa pra lutar do nosso lado. Ah, não, você trocou a skin. Nossa, eu Tudo tive um meio assim. Consegue entrar pra mim no server? Ah, não mudou não. bom? Oi, Sods. Se pá, Não me quando escuta? você entra no servidor, ele te pergunta, quer carregar as texturas automaticamente? Ô, Calma, eu vou 07. tentar entrar. O Rimário meteu pra todo mundo. merda. Que até o Fly. Cadê o Fly? Ô, pera, cadê você, Denis? Cadê meu Fly? Eu quero meu Fly. Dá meu Fly. Peraí. Tá, meu Fly, ele tá em dívida com os agiotas, você sabe, né? Vai todo mundo caçar ele por causa Peraí. disso aí. Vale porque eu tô aqui dentro. Tu não vai mais ter sótão pra ficar. Gente, o que é isso, gente? Não Por foi, que eu estou Nogal. presa? Por que eu tô presa? Por que eu tô prendendo uma mulher lésbica? Que isso? Não? É que Não foi? Ih, prenderam Você também, deslogou e ué. logou? Por que Peraí, vou prenderam tentar uma de mulher lésbica e um hétero? E uma confusa? Por quê? Todo Eu mundo tava sabe que esperando pra saber o que você bissexualidade ia é falar. confusa, todo mundo sabe. Brincadeira. Diga não à bifobia, não estou sendo bifóbica. Olha lá, ele virou até meu filho pra me lacrar, olha lá. Ó. Ele virou até meu filho pra me lacrar. Filha, brincadeira, brincadeira. É brincadeira. Não, filho, não me deserde. Olha, tá querendo me deserdar aqui, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, acaba amanhã. É assim que você vai ficar comigo? Acaba amanhã. Eu que sou o velho aqui, ô mano. É você que tinha que ser bifóbico e não eu? E vai se complicando a vida.